Nouveau rendez-vous du décryptage de l'actualité africaine sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission, l'annulation par la Cour de cassation du mandat d'arrêt international contre l'ex-chef d'État burkinabé Blaise Compaoré, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, Burkina Faso, pour vice de forme. Même si le procureur militaire de la ville de Ouagadougou rassure de ce que les mandats seront repris par la justice burkinabé, l'on s'interroge sur les suites possibles de ce dossier qui fait un retour à la case départ. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Notre deuxième dossier de ce jour s'intéresse à la reprise de la présidentielle dans 13 bureaux de vote aux Comores, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle de ce pays en raison d'irrégularités constatées lors du scrutin du 10 avril dernier. Cette décision qui est susceptible de modifier les résultats provisoires de l'élection où le vainqueur dévance de quelques 2000 voix seulement le candidat au pouvoir. Ne risque-t-elle pas de créer des troubles dans ce pays? Nous ferons également le débat dans un instant avec les invités sur ce plateau. Enfin, l'Afrique du Sud sera au programme avec le lancement de la campagne pour les municipales du mois d'août 2016. Julius Malema, le leader du parti Les Combattants pour la Liberté économique, a lancé un appel pour la fin des privilèges de la minorité blanche dans le pays. Il a également lancé des attaques contre le président Jacob Zuma, appelant donc à son renversement par les armes si possible. Mais l'on se demande si cette stratégie de lutte politique n'est-elle pas dangereuse pour un pays qui sort de plusieurs années de violence raciste. C'est une préoccupation que nous allons également discuter dans un instant. Mais en attendant, madame, monsieur, voici le point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Après le G7, une coalition d'opposants regroupant 16 partis politiques a désigné ce dimanche à Kinshasa l'ex-gouverneur Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle en République démocratique du Congo. Passé dans l'opposition après avoir démissionné de ses fonctions de gouverneur et quitté le parti présidentiel, Moïse Katumbi avait appelé fin mars à la tenue dans les délais d'une élection présidentielle crédible. Les chebabs somaliens déclarent avoir tué 30 soldats lors d'une bataille pour le contrôle de la localité de Runergod, dont ils disent avoir pris le contrôle. Les insurgés islamistes avaient été repoussés samedi dernier de ce village par l'armée gouvernementale somalienne, mais les habitants de Runergod ont confirmé que leur village était passé dimanche sous le contrôle des insurgés. Deux ans après le premier sommet consacré à Boko Haram, les présidents de plusieurs pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, qui comprend le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Tchad, doivent se retrouver le 14 mai prochain à Abuja. Le président Muhammadu Buhari accueillera aussi ses trois alliés occidentaux, les États-Unis, les Royaumes-Unis et la France, qui sera représenté par le président François Hollande en personne à ce sommet. Pour décrypter ces trois sujets d'actualité, nous avons sur ce plateau des invités. Médéric François Gongo est journaliste et fondé du quotidien Actu Express au Bénin. Médéric François Gongo, bonjour et merci de répondre à notre appel sur ce plateau de Sika. C'est moi. Bonjour Joël et bonjour à mes téléspectateurs. J'ai également sur ce plateau donc Lama Balo, journaliste également, directeur de la chaîne de radio Soleil FM qui émet depuis Cotonou au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Médéric et bonjour à tous les téléspectateurs. Madame, monsieur, c'était donc le décor pour cette émission consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Nous lançons le débat juste après cette virgule. Notre premier dossier dans cette émission, l'annulation par la Cour de cassation du mandat d'arrêt international contre l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, pour vice de forme. Cette information continue par faire des vagues au Burkina Faso, même si le procureur militaire de Ouagadougou rassure de ce que les mandats seront repris. On se demande les suites possibles de ce dossier qui semble avoir fait un tour à la case départ. Je démarre donc ce sujet avec vous, Médéric François Gongo, l'annulation donc des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette affaire, les mandats d'arrêt lancés qui ont été annulés dans cette affaire, vous n'avez pas l'impression qu'on est revenu à la case départ? Nous sommes là dans un test grandeur nature de la perception que l'opinion publique a de l'effectivité de sa démocratie après le mouvement Balai citoyen qui nous a conduit à la transition et un peu plus après aux élections démocratiques.
Entre-temps, il y a eu cette affaire, deux affaires qui se sont fait inviter dans les élections présidentielles. Il s'agit de l'assassinat du président Sankara et évidemment du putsch à voter. Et au niveau de ces deux sujets, les personnalités citées contre lesquelles des mandats ont été lancés sur le plan international, je veux nommer particulièrement le président Blaise Compaoré pour la première affaire et le président de l'Assemblée nationale, se sont retrouvés un peu protégés. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je veux parler du président Guillaume Kigbafori Soro, qui se retrouve aujourd'hui être l'une des personnalités les plus influentes de la sous-région avec son mentor de compagnon autrefois au niveau des rébellions, au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans le cas de figure, je crois qu'on a voulu tester l'opinion publique burkinabé. Mais très vite, on s'est ravisé, on a compris que cette opinion publique qui avait accepté d'aller dans une dynamique de non-retour n'allait pas gober de but en blanc l'amorce d'une volonté du pouvoir en place d'aller vers un règlement diplomatique, ainsi que voulu par le président Ouattara il y a de cela quelques mois au début de cette affaire. Je pense bel et bien que la position du procureur militaire donne déjà l'allure que vont prendre les choses. La réaction du président Kaboré, qui a bel et bien fait comprendre que ni dans leur rêve, ni dans la réalité, ni Blaise Compaoré, encore moins Guillaume Soro, ne pouvaient penser que les choses allaient se passer autrement et que tout ira dans l'ordre, nous amène à comprendre. Quelques jours après cette annonce justement du président Kaboré, on assiste à l'annulation de la procédure. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vous pensez qu'il y a une main derrière ou bien il y a une volonté manifeste quelque part de cacher, de voir comment reprendre cette affaire, aller dans un système de reprise éternelle? Vous savez, en Afrique, ces genres d'affaires, ça se reprend et ça finit par se perdre dans les méandres de l'histoire. Je pense que nous avions parlé tout à l'heure, et nous avons parlé sur ce plateau, la fois dernière de la réelle politique et de l'urgence pour le Burkina Faso, pour les autorités actuelles du Burkina Faso, de se réconcilier avec le pillon économique, avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Et nous inscrivons cette logique dans la dynamique de changement de la position du Burkina Faso. Et je crois que très vite, le président Kaboré a compris que la société civile, qui était au fronton du combat pour l'avènement du nouveau régime, du nouveau système au Burkina Faso, n'a pas accepté et il s'est ravisé très vite. Et ce n'est que normal. Je pense bel et bien qu'on a parlé de mardi pour revoir la procédure de manière à rendre la procédure inattaquable lors du démarrage du jugement. Et vous savez qu'en affaire de justice, il n'y a jamais de procédure inattaquable. Il y a toujours peut-être un grain de sable quelque part. De toute évidence, la volonté populaire l'a emporté sur la réelle politique. La volonté des dans la durée, on finit par étouffer cette volonté populaire. Je pense que nous allons veiller au grain, ensemble avec les forces vives du Burkina Faso, ensemble avec tous ceux qui sont au niveau du continent et qui ne veulent pour rien voir enterrer aussi facilement la mémoire du président Sankara et qui veulent que tous ceux qui ont été coupables de tenter la mise en veilleuse du mouvement du balai citoyen, qui veulent que tout cela réponde de leurs actes. Voilà, qui veulent que tout cela réponde de leurs actes. Nous allons veiller au grain dans notre petitesse. Pour que dans notre rôle de journaliste. Évidemment. Alors, donc là, Mabalo, on dit souvent que le diable se trouve dans les détails. Est-ce que vous ne pensez pas que cette erreur de procédure peut être intentionnelle juste pour faire tourner le dossier en rond, pour revenir à la case départ où on est actuellement? Non, je ne le pense pas personnellement. Je ne le pense pas parce que si on avait laissé la procédure aller jusqu'au bout, n'importe quel avocat des prévenus pourrait faire annuler le mandat d'arrêt pour vice de procédure ou vice de forme. Parce que dans les textes, je crois notamment l'article 600 ou 130, je crois, qui dit que il faut recueillir l'avis du procureur militaire avant de lancer un mandat d'arrêt international. Donc ça n'a pas été fait. Il y a un vice de procédure. Donc n'importe quel avocat aurait parlé de ça, qu'on aurait annulé la procédure simplement. Donc pour moi, c'est quand même normal que cela se passe ainsi. Maintenant, là où on peut juger de la pertinence de cet acte, c'est dans la reprise du mandat d'arrêt international. Est-ce que ça va être repris? Nous attendrons mardi pour voir réellement. Mais ce qui est certain, c'est quoi? C'est qu'il faut remarquer que ce procès n'est pas un procès simple. Ce n'est pas un procès simple parce que les deux prévenus en question ne sont pas sur le sol burkinabé. Et les deux prévenus sont
ivoiriens. Aujourd'hui, ce sont des personnalités ivoiriennes. Et parlons justement de reprise. Est-ce que cela sera facile dans ces conditions, vu le statut justement des deux personnes aujourd'hui? Vous savez, on peut faire un procès par contumace. Les gens ne sont pas obligés d'être présents sur le territoire, mais les autorités du Burkina Faso vont montrer leur bonne foi en allant jusqu'au bout de la procédure. La réelle politique, Médéric l'a dit tout à l'heure, est-ce que la réelle politique, justement, voudrait qu'on dise certaines choses sur la place publique? Non. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est conseiller spécial du président ivoirien. Est-ce qu'on peut faire des déballages? C'est vrai qu'il est conseiller spécial du président ivoirien, mais il n'est pas poursuivi en tant que tel. Il est poursuivi pour des faits qu'il a eu à créer à l'époque, lorsqu'il était dans une position ou lorsqu'il avait pleinement la nationalité burkinabé. Et donc ça, c'est ça la réalité également. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des pays frontaliers et nous savons très bien quelles sont les relations que les deux pays entretiennent. Le président Ouattara fera la pression qu'il va faire parce que de toutes les façons il s'agit de nationaux ivoiriens qui sont donc poursuivis dans cette affaire. Le président fera sa pression, mais en même temps au Burkina Faso il y a la pression de la société civile, notamment du balai citoyen, et le président Kaboré n'est pas insensible à cette pression. Ce qui est certain pour moi, et je suis pratiquement droit en le disant, c'est que on va faire montre d'une certaine bonne foi en reprenant la procédure et en délivrant à nouveau les différents mandats d'arrêt qu'on l'a prévu. Mais est-ce qu'on pourra extrader les deux prévenus pour qu'ils ne puissent là participer au débat? Parce que j'ai dit aujourd'hui, ce sont des citoyens ivoiriens. Oui, mais vous savez qu'ils n'ont pas besoin. Moment, la Côte d'Ivoire n'accepterait donc de livrer ses citoyens. Mais c'est comme je vous l'ai dit. Ce sont des officiels de la République de la Côte d'Ivoire. Donc partout, ils se retrouveront à l'international. Ils seront sous le sceau de la Côte d'Ivoire. Ils voyageront avec des ordres de mission de la République de la Côte d'Ivoire. Nous disons la même chose, en fait, parce que ça n'empêche pas le déroulement du procès. C'est ça que j'ai voulu vous faire expliquer. Ce n'est pas forcément leur présence qui bloquerait ou non le procès. Ils peuvent ne pas être présents, le procès peut aller jusqu'à son terme, la justice peut même être rendue. Maintenant, l'autre pan de la question, c'est de savoir si on peut leur mettre la main là-dessus, et là, c'est toute une autre problématique. Ça va être compliqué. Oui, sur ça va être très compliqué, mais ça n'empêche pas le pouvoir burkinabé de reprendre la procédure et même de faire le procès et d'aller jusqu'au bout pour que finalement on puisse avoir la vérité sur ce qui est reproché aux uns aux autres. Mais d'ailleurs, François Gongo, avec les statuts actuels, je parle d'abord de Blaise Compaoré, qui est le conseiller spécial du président ivoirien, qui est également devenu un Ivoirien de nationalité, avec le statut de Guillaume Soro, président de l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que cette reprise, la reprise de la procédure sera aisée? Parce que les conditions ne sont plus les mêmes. Évidemment, nous allons voir les termes, les nouveaux termes des mandats d'arrêt internationaux, parce que ce n'est pas évident que ce soit exactement les mêmes termes que sous le régime de la transition. Certainement qu'on ira vers un adoucissement des conditions, certainement qu'on va tenir compte de la réalité politique de l'instant. Certainement également, ne l'oublions pas, le président Ouattara est perçu jusque-là par une grande majorité des Ivoiriens comme un Burkinabé d'origine. Il y a cette affaire qui court toujours et qui planera telle une ombre, tel un spectre pesant sur le règlement de cette affaire. Et donc nous allons, comme l'a dit tout à l'heure mon éminent collègue, c'est clair et net qu'on pourra être amené à les juger. Mais on pourra avoir des dérogations pour les écouter, et c'est tout. De manière à les amener à se prononcer. En tant qu'autorité, avec leur rang, leur titre d'autorité. Oui, on peut bel et bien leur adresser des questionnaires, on peut bien trouver des voies et des moyens pour les amener, même s'ils ne sont pas là, les amener à répondre à quelques questionnaires, parce que, ne l'oublions pas, dans ces deux affaires, il y a eu beaucoup de morts. Tant au niveau de l'assassinat crapuleux de l'ancien président Thomas Sankara que de la tentative de renversement. Voilà. Au niveau des deux affaires, il y a eu des morts, il y a eu des effets collatéraux, il y a eu des séquelles qui sont indélébiles. Il y a des familles, des familles qui sont meurtries à vie. Donc il va falloir pour la postérité, il va falloir pour la clarté, la clarification au niveau de la chose politique au niveau du Burkina Faso et au niveau des relations bilatérales au niveau des deux pays, il est très clair qu'il faille situer les responsabilités de manière à ce que cela ne fasse qu'à jurisprudentiel de manière négative pour revenir tel le naturel que l'on chasse et qui revient au galop dans un futur très proche. Donc je pense que les deux pays
jouent leur atout diplomatique, les deux pays jouent l'avenir, parce que ne l'oublions pas. En Côte d'Ivoire, la grande majorité des étrangers qui se retrouvent en Côte d'Ivoire se retrouvent être des Burkinabés. En fait, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont une histoire commune. Donc c'est difficile justement de scinder ces deux pays. Voilà, c'est en cela, qu'il est souhaitable d'éviter d'aller vers la rigidité au niveau de l'appareil judiciaire, de voir s'il y a quelques Dans ces conditions, on rentre dans de la complaisance. Pas de la complaisance, parce qu'il faut voir ce qui est faisable. C'est vrai que le président Kaboré a l'obligation d'être en phase avec ses promesses de campagne. Il a l'obligation de continuer par légitimer son pouvoir par rapport à ce chaos qu'il a fait de manière limpide, de manière propre. Mais également, il doit démontrer qu'il veut se détacher du régime, du système comparé, pour se donner des empreintes nouvelles de manière à imprimer son rythme au développement de son pays. Ce qui est sûr, c'est un exercice qui lui sera très difficile à faire. Là. Donc là, Mabalo, quel avenir vous voyez pour Guillaume Soro et Blaise Compaoré dans cette affaire? Comment voyez-vous leur avenir? Non, dans tous les cas de figure, ce sont des personnalités qui ont été impliquées dans certains dossiers. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Ce qui est sûr, lorsque ces personnalités animent la vie politique, elles sont obligées d'être associées à certains faits. Ça, c'est clair. Maintenant, une autre certitude, c'est que ils ne seront pas estradés. Moi, je suis presque certain sur ça. Le président Alassane Dramane Ouattara ne va pas estrader ni Guillaume Soro, ni le président Blaise Compaoré. Pour moi, c'est très clair. Alors, quand c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnalités vont continuer normalement leurs activités au niveau de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elles éviteraient d'aller au Burkina Faso. Peut-être qu'elles éviteraient d'aller dans certains pays. Mais ce qui est... Avec un ordre de mission, oui, même, peut les empêcher non, même avec un ordre de mission. Non, même avec un ordre de mission. De la Côte d'Ivoire. Mais il y a une chose qui est fondamentale. Et moi, je souhaiterais que le président Kaboré laisse la justice aller jusqu'au bout. Parce que il ne sera pas libre de faire ce qu'il veut dans ce dossier-là. Il est obligé, n'est-ce pas, surtout avec ce qu'on appelle le syndicat des chefs d'État. Ça existe. Nous avons vu ce qui s'est passé entre Boniaï, Patrice Talon, Fornia Singbe et Ouattara. Donc, à un certain niveau, il y a des gens qui se parlent, notamment les présidents de la République. Donc, le président Kaboré n'a qu'à, pour moi, s'éloigner un peu de ce dossier et laisser la justice faire son œuvre et aller jusqu'au bout. Vous venez de le dire, il y a la réalité politique. À un moment donné, il sera interpellé. Bien sûr. Mais il va se reposer sur la justice de son pays parce que j'ai foi. Ça va être une fuite en avant. J'ai foi ce que au Burkina Faso il y a aussi la séparation des pouvoirs. Donc chaque pouvoir a sa puissance. Donc il peut se reposer sur la justice de son pays pour dire qu'il ne se mêle pas des questions de justice. Mais dans tous les cas de figure, le président ivoirien le remettra à cause quelquefois, lui dira n'accepte pas. Ça c'est à leur niveau. Donc je ne vois pas un avenir difficile. Donc vous voyez cette affaire finir en queue de poisson peut-être, mais ça va tourner en bourrique, on restera là à tourner et un jour on oui, mais l'avantage pour moi, ou du moins c'est l'intérêt pour moi, c'est la reprise des mandats d'arrêt. Parce que si on a justifié l'annulation de ces mandats par un vice de procédure ou un vice de forme, et donc il faut, dans la logique des choses, reprendre pour montrer qu'il y a une certaine bonne foi. C'est le minimum. Doit reconnaître ses erreurs. C'est le minimum. Mais dans la suite, personne ne peut jurer de la suite. Mais ce qui, pour moi, est aussi essentiel, c'est que il faut tout faire pour éviter au Burkina Faso de replonger. Parce que ce pays vient de loin. Vous connaissez très bien l'histoire. Nous n'allons pas refaire l'histoire ici. Il faut faire l'essentiel pour que le dénouement de cette affaire-là n'entraîne plus le Burkina Faso dans une situation... Ni le Burkina, ni la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire sensible. Exactement. François Gongo, la suite, quel avenir voyez-vous pour Soro et Compaoré? Je crois qu'entre le marteau de satisfaire sa population par rapport aux désirata légitimes, eu égard aux deux affaires mises en cause, et l'enclume de ne pas mécontenter le grand voisin, le géant, d'un côté la Côte d'Ivoire, le président Roch Christian Kaboré, est comme face à son destin politique. Il va devoir, puisqu'il y aura des élections intermédiaires entre les deux élections présidentielles, et pour qui connaît l'homme, il va devoir faire preuve de tact, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Il va falloir pour lui se démarquer un peu de l'appareil juridique, laisser les choses se dérouler normalement,
Et quitte à ce que, lorsque les uns et les autres seront condamnés, qu'on fasse intervenir la diplomatie. Et là, ne l'oublions pas, nous pourrons avoir la France qui est en train de jouer un rôle. Nous pouvons avoir les présidents de la sous-région, le syndicat des présidents, mais l'un dans l'autre, c'est vrai que l'élan pris par ces deux affaires au départ, cet élan va se retrouver un peu émoussé par la réalité des faits et par l'urgence de ce que le Burkina Faso difficilement peut vivre dans la sous-région sans la Côte d'Ivoire. Tout à fait, oui, ainsi on verra cette affaire. Donc, on promet des rebondissements dans les jours à venir. Madame, monsieur, ce sera tout pour le premier débat. Sans transition, le second sujet à l'ordre du jour. La présidentielle sera reprise dans 13 bureaux de vote aux Comores, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle de ce pays en raison d'irrégularités constatées lors du scrutin. C'était le 10 avril dernier. Cette décision qui est susceptible de modifier les résultats provisoires de l'élection où le vainqueur dévance de quelques 2000 voix seulement le candidat du pouvoir. Est-ce que cette décision ne risque-t-elle pas de créer des troubles dans ce pays? Le débat, c'est après cette virgule. Toujours sur Sika et vous suivez actuellement votre émission Angle de vue. Donc là, Mabalo, après des jours de réflexion, de délibération, la Cour constitutionnelle des Comores a fini par ordonner la reprise de l'élection dans 13 bureaux de vote. D'après les informations, cette décision est actuellement source de division au sein de cette Cour constitutionnelle. Est-ce que vous ne craignez pas le pire dans les jours à venir dans ce pays? D'abord, lorsque j'ai appris cette information, j'ai été surpris personnellement. Et bon, après, je me suis retiré et je me suis dit, bon, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, malheureusement, où on continue... L'Afrique avec ses innovations en matière de démocratie. C'est l'Afrique. Parce que je suis certain que si c'était le candidat du pouvoir qui était arrivé en tête, on n'aurait jamais eu cette reprise d'élection dans cette circonscription dont vous parlez. Pour moi, c'est suffisamment clair. Si c'était le candidat du pouvoir qui était venu en tête, on n'aurait jamais eu ça. Alors, vous parlez de 2000 voix à peu près. 2000 voix, alors qu'on sait que dans ces 13 bureaux de vote, on peut avoir plus de 11 000 voix. Voilà, donc si le candidat qui est venu en tête accepte, ça fait tant pis pour lui, parce qu'il va perdre. Pour moi, c'est aussi... Je ne veux pas être... Mais la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. La Cour n'est pas unanime sur ça. Qu'est-ce que le candidat peut faire? La Cour n'est pas unanime sur ça. Il y a trois. C'est vrai, il y a trois qui n'ont pas assisté. Mais la majorité est d'accord qu'on reprenne. Vous savez, je ne sais pas ce que je vais vous dire concrètement, parce que quand je tourne la question, quand je tourne la question dans tous les sens, je me dis que on va assister à des troubles, et c'est la moindre des choses qui puisse arriver. Il faut qu'il y ait des troubles pour que les gens comprennent. Pour une fois, je fais l'apologie des troubles, mais il faut qu'il y ait des troubles pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas décider, n'est-ce pas, du destin d'une nation au niveau d'une cour constitutionnelle, fût-elle une cour constitutionnelle aux ordres ou pas. Oui, ce n'est pas possible qu'après... C'est ce qui est voulu. Il faut des troubles pour que le pouvoir en place puisse rester. On dit qu'on a empêché des gens d'aller voter. Qui est-ce qui a empêché les gens d'aller voter? Alors moi, je ne sais pas si c'est... Mais la commission électorale dit que ces troubles n'entachent quand même pas la régularité des résultats, que dans les bureaux en question, les résultats peuvent être considérés. Voilà que la Cour, elle prend position pour dire on reprend. Ces décisions sont inattaquables, donc on se plie. Alors tout est fait pour que le candidat du pouvoir soit élu. C'est ce que vous pensez. Absolument, c'est ce qui va se passer. Si vous voulez, on peut prendre le pari, vous allez voir. Il va passer et personne ne dira rien. La Cour viendra entériner encore cette élection et je ne sais pas, l'opposant qui aujourd'hui est en tête, qu'est-ce qu'il peut faire s'il a des partisans qui sont avec lui et qui sont prêts à réagir. Un ancien des attaques du pouvoir, un ancien putschiste en plus. Un ancien militaire. Donc, tout est possible. Donc, les troubles. C'est tout. Vous me rejoignez par rapport à ça. Médéric François Gongo. Vous savez, dans ce cas, dans cette affaire, ce qui, moi, m'étonne, c'est que généralement, sur l'île d'Anjouan, il y a toujours eu des problèmes. Oui. Il y a toujours eu des difficultés. Pourtant, on a toujours proclamé les résultats. Cette guéguerre entre la commission électorale et la Cour constitutionnelle, qui a duré des heures de discussion, avec toute la journée du dimanche, avec le fait que certains de la Cour ont décidé de claquer la porte. On a vu les 5 qui ont bel et bien voulu faire la conférence de presse. On a vu parmi eux, il y en a qui n'étaient pas complètement dans le plat. Et là, cela repose le problème. Mais lorsque l'on voit un peu l'écart, c'est dans un mouchoir de poche. Mais beaucoup disent et prédisent qu'il sera très difficile, que même si on reprenait les élections, si les choses se passaient dans les règles de l'art, il serait très difficile
pour le candidat du pouvoir de rattraper le premier, parce qu'il devrait avoir entre 72 et 80% au niveau des 13 bureaux pour véritablement passer. Maintenant, moi, mon problème, quelles sont les garanties qu'au niveau de l'île d'Anjouan, où il y a eu des casses, où on a empêché les électeurs de voter, où on a truquéfié les procès-verbaux du vote, et qu'est-ce qui est fait maintenant pour rassurer de ceux qui aura plus de troubles? Parce que le deadline, c'est fondamentalement le 26 mai. Il faut que tout soit fait, qu'on ait les résultats et que le président soit investi le 26 mai. Et tel que c'est dit, maintenant, même si on fait la reprise et qu'il y a des incidents, quels que soient les résultats sortis, on les prend, on les accepte. Donc tout droit, c'est qu'on va vers une homologation de la victoire du candidat du pouvoir en place. Et comme on l'a dit, le putschiste d'il y a quelques années, en 1999, on se rappelle, il était là, il a légitimé son pouvoir. 3 ans après, il a toujours des hommes sur le terrain. Et qui sait ce que les îles Comores étaient, on se rappelle, Bob Denard, entre autres, était parti de là. Ce sont des îles qui sont donc, relativement... Selon vous, les risques sont là, le risque du chaos est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le risque du chaos est là. Pour éviter ce risque. Il va falloir qu'il y ait une entente entre les forces vives de la nation. Au niveau, qu'il y ait une entente et qu'au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la Commission électorale, qu'il y ait un modus vivendi pour qu'on accepte que celui qui gagne soit véritablement celui qu'on va proclamer et que les choses se passent très simplement et que les îles Comores démarrent. Donc la Mabalo, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le chaos aux Comores? Il ne faut pas organiser de partiels. Mais voilà que la décision est déjà prise. Donc ça veut dire qu'il y aura des complications. Non, il y aura des complications parce qu'il faut que les gens soient responsables pour une fois. C'est comme si, dans un pays que je ne veux pas nommer, on vient au second tour et on décide de reprendre les élections dans quelques régions parce que il y a 2000 voix de différence entre le candidat du pouvoir et l'opposant. Il y a un problème. Et là, il faut en appeler à la responsabilité des cadres qui nous dirigent. L'Afrique ne peut plus continuer à gérer ce genre de crise. Nous avons été, ou ils ont été, à une élection présidentielle. Les règles de jeu sont claires. On ne peut pas modifier les règles de jeu au cours de la compétition. Il y a un problème. Et donc, celui qui est passé... C'est une modification. Dans ses prérogatives. Non, on ne peut pas reprendre les élections de façon partielle. Pour moi, mais une élection présidentielle, c'est une élection nationale. C'est une élection nationale. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que dans une région, on puisse reprendre des élections parce qu'on argue du fait qu'il y a des troubles. Non, mais les troubles, ça peut arriver à tout moment. Alors, s'il y a des troubles dans une région, on constate qu'il y a des troubles et puis on tire la conclusion, on avance. On a vu les résultats et puis on avance. On avance, c'est la chose la plus simple à faire. Et si par hasard, lors de la reprise, il y a encore des troubles, qu'est-ce qui se fera? Non, mais alors ça veut dire qu'on revient à la case départ. On reprendra encore certainement les élections. C'est pour ça qu'il ne faut pas reprendre et il faut entériner la situation. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, dans aucun pays au monde, une élection présidentielle ne se passe sans trouble. Il y a, bon, c'est vrai que vous allez me parler du Bénin, mais bon, il y a quand même des choses. Il y a quelque chose qui se passe réellement. On ne peut pas tenir compte de ça seulement pour dire qu'on reprend les élections de façon partielle. Donc moi, d'abord, sur ce principe, je ne suis pas d'accord. Maintenant, si on va jusqu'au bout de la logique, il y aura des troubles. Et ceux qui vont créer des troubles auront raison de créer des troubles. Malheureusement, il y a la puissance publique, le pouvoir public qui est là pour mater les uns les autres, pour réprimer certains troubles. Et on va aller dans des escalades. Ce que moi, je ne peux souhaiter pour aucun pays au monde. Mais la situation est telle que dans les îles Comores, nous allons simplement vers une situation voulue par les dirigeants. Mais pourquoi est-ce on va vers le chaos? Mais pour moi, de toutes les façons, je peux me tromper, je souhaite me tromper, mais je crois que c'est le chaos qui va arriver. Mais François Gongo, alors, au regard de ces genres de pratiques qui se répètent, de ces genres de constats qui se font dans les pays africains, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on pense à une instance internationale pour connaître de ces genres de situations, de ces genres de contentieux? Parce que là, les Comores ne sont pas les premiers. On a la Cour constitutionnelle qui est censée être l'institution au-dessus de toutes les autres institutions qui aujourd'hui semble aller dans une position qui n'avantagerait pas les Comores. Est-ce qu'il n'est pas temps que les institutions internationales vraiment servent à quelque chose de sérieux? Vous savez, le devoir d'ingérence humanitaire, cette théorie défendue par l'ancien ministre français des Affaires étrangères, je parlais de Bernard Kouchner, retrouve ici toute celle de noblesse. Et puis, lorsque l'on ne va pas intégrer à un combat l'échec,
où les régimes en place vont ou soit agir sur le fichier électoral, ou soit agir sur les institutions en charge de l'organisation structurelle et en charge de la gestion du contentieux électoral pour tirer le maximum le droit de leur côté, et nous en serons toujours à être traités de tous les noms d'oiseaux et d'animaux par certains qui pensent avoir la science infuse au niveau de la communauté internationale. Mais à l'évidence, c'est qu'il faut qu'on voit où nous allons vers la démocratie de type libéral, où nous allons libérer toutes les ardeurs, nous allons laisser, j'allais dire, tous les paramètres s'appliquer complètement. Je veux parler de la liberté de presse, je veux parler de l'alternance démocratique, je veux parler de la liberté d'association, et je veux parler des élections libres, pacifiques, équitables, transparentes et crédibles. Où tout simplement nous allons accepter aller vers une tropicalisation de la démocratie, quitte à avoir des empires, quitte à avoir des régimes de toute fait acceptés par nos mentors pour qu'on n'en soit pas à un éternel recommencement. Dans le cas de figure, nous allons vers, nous sommes déjà à un point de non-retour, et nous allons vers un bis repetita de la situation que nous avons constatée dans beaucoup de pays. Dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Le Congo-Brazzaville a connu de ces genres de situations. Et c'est seulement... C'est la Constitution. Voilà. Le Burundi est là. Il y a beaucoup et de nous pays avions où vécu nous avions vécu la même situation en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, et nous avions vécu, il y a quelques jours, en Guinée équatoriale, au Congo, etc. Je crois. Il faut des instances. Il faut forcément des instances. Mais est-ce que les peuples africains vont accepter brader une partie de leur liberté, de leur indépendance, de leur autonomie sur l'autel? Est-ce que là, il s'agit des peuples africains ou bien il s'agit des pouvoirs africains, les pouvoirs qui sont là, ceux qui sont au pouvoir? Vous savez, les Occidentaux ne peuvent pas se substituer aux peuples africains. Quand je parle des peuples africains, je parle au deuxième plan. Je parle de la société, je parle au deuxième plan des intelligences, de la nomenclature, là. Mais je parle d'abord des forces vives. On l'a constaté, on le constate dans les pays africains au Bénin. Il lui fallu la bravoure, il lui fallu l'investissement individuel collectif des médias, de la société civile, pour que l'on ne vive pas un colmatage de cette situation. Au Burkina Faso également, nous l'avons constaté. Donc il ne revient pas à certains peuples de se substituer aux autres. Il revient au peuple, face à leur destinée, en se mirant, face à leur devenir, de prendre leurs responsabilités et de refuser de se laisser dicter des lois toutes faites. Des lois de la triche, des lois de la roubladise, des lois, j'allais dire, des élections tronquées, truquéfiées. Dans le cas de figure, je crois qu'on ne peut pas demander au système des Nations Unies de venir superviser les élections, encore que là, les multinationales... Les observateurs sont là, l'Union européenne, les observateurs, africaine. C'est toujours politiquement correct, c'est toujours, il n'y a pas... C'est vrai, il n'y a pas tellement de casse, il n'y a pas tellement de débordements, les résultats, les conditions minima ont été remplies pour qu'on corrobore et qu'on accepte les résultats des élections pour permettre à celui qui est là et qui souvent... fait venir les observateurs de rester ou de laisser son successeur rester, sauf qu'au Bénin, cela n'a pas pris. Donc je crois bel et bien qu'il revient au peuple. Seuls les peuples peuvent définir les canevas pour atteindre les meilleurs objectifs et doivent assumer leur destinée. Donc, oui, justement, lorsque vous parlez des observateurs, ça me fait sourire. Lorsque l'Union africaine envoie M. Thomas Boniaï en Guinée équatoriale, vous comprenez qu'il n'y a rien à attendre. Vous n'allez quand même pas dire ça. Mais écoutez, nous connaissons le type. C'est une personnalité. Vous n'avez pas dit ça. Je n'ai rien contre la personnalité. Oui, mais je dis, lorsque l'Union africaine... Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Lorsque l'Union africaine envoie le président Boniaï en Guinée équatoriale pour observer les élections et que le président embrasse devant tout le monde le président Obiang, vous voulez qu'ils disent quoi à la fin? Quelle que soit la façon dont les élections vont se dérouler, eh bien, le président Boniaï dira, ben, on a eu de très belles élections. Et ça n'a pas raté. 93,7% pour un président. Non, attendez. Et ça encore, c'est l'Afrique. Encore une fois, malheureusement. Et donc, les peuples africains doivent prendre leur destin en main.
Moi, je pense que nous avons, pour la plupart du temps, en Afrique, des pays sous-développés. Et les pays sous-développés ne peuvent pas copier le système politique des pays développés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'Afrique a intérêt aujourd'hui à inventer son système politique. La démocratie ne nous réussit pas. Une démocratie tropicalisée. Oui, peut-être qu'on va faire une dictature démocratique ou une démocratie dictatoriale. Je n'en sais rien du le tout. président Boniaï qui dit qu'il faut une démocratie Nescafé. Non, pas du tout. Moi, je n'utiliserai pas les mêmes termes. Lui, il sait pourquoi il le dit. Mais on ne peut pas, en Afrique aujourd'hui, à l'état actuel, se développer sans une petite dictature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les institutions que nous copions à l'extérieur, qui ont d'autres environnements de fonctionnement, ne peuvent pas fonctionner de la même façon en Afrique. Donc vous vous contredisez alors donc là. Non, je ne me Parce contredis que pas. par rapport au Comores, vous aviez dit justement le pouvoir veut faire un braquage. Mais j'ai dénoncé le comportement de la Cour constitutionnelle. Oui, donc pourquoi est-ce qu'il faut un minimum de dictature, ça veut dire qu'il faut aller dans le sens de ce qui se fait au Comores ici, on est allé à une élection. Oui. D'accord, mais les résultats des élections des dictatures doit imposer justement les résultats. Non, ce n'est pas dans cela que je dis. Je parle de la gestion au quotidien du pouvoir. Ici, nous avons été aux élections, n'est-ce pas? Il y a eu des résultats. Et on décide, une cour décide comme ça de faire reprendre des élections dans une région. Ça, ce n'est pas normal. Non, ça, ce n'est pas la dictature exécutive, mais c'est la dictature d'une cour qui décide de reprendre des élections contre tout. Non, écoutez, donc ce pouvoir-là, on peut s'en passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans certains pays, encore, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Tout à fait. Qui organise les élections. Mais même en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et là, ça peut marcher. En Guinée équatoriale, le ministre de l'Intérieur est en même temps président de la Commission électorale nationale indépendante. Et il est sous ordre. Il est sous ordre. Il est sous ordre d'un président qui est aussi candidat. Oui, on connaît les résultats dans ces conditions. Le cas de la Guinée équatoriale, là, ce n'est pas un cas d'école, d'accord? Mais je fais juste le constat de ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, s'il y a certains pays africains dans lesquels on peut se passer de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour a créé des problèmes. Si on a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est à cause de la Cour, justement, qui n'a pas voulu entériner les résultats tels que sortis des urnes. Donc si nous avons des institutions qui nous créent des problèmes, autant s'en passer et donc tirer les conclusions et s'en passer. On dit que lorsque vous avez... Les cours constitutionnels ne sont pas ambigus, ne sont pas tordus dans tous les pays, heureusement. Mais observez. Dans certains pays africains, ça tient. Exemple. Les cours constitutionnels tiennent. Donnez-moi un exemple. Le Bénin dont vous avez parlé. Je ne veux pas parler de ça. Vous avez parlé du Bénin, le Burkina Faso dont vous avez parlé. Madame, monsieur, c'était notre deuxième débat de ce jour. Je vous propose à présent une petite pause pour un nouveau point de l'actualité sur le continent africain. C'est le Flash. Après le G7, une coalition d'opposants regroupant 16 partis politiques a désigné ce dimanche à Kinshasa l'ex-gouverneur Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle en République démocratique du Congo. Passé dans l'opposition après avoir démissionné de ses fonctions de gouverneur et quitté le parti présidentiel, Moïse Katumbi avait appelé fin mars à la tenue dans les délais d'une élection présidentielle crédible. Les chebabs somaliens déclarent avoir tué 30 soldats lors d'une bataille pour le contrôle de la localité de Runergod, dont ils disent avoir pris le contrôle. Les insurgés islamistes avaient été repoussés samedi dernier de ce village par l'armée gouvernementale somalienne, mais les habitants de Runergod ont confirmé que leur village était passé dimanche sous le contrôle des insurgés. Deux ans après le premier sommet consacré à Boko Haram, les présidents de plusieurs pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, qui comprend le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Tchad, doivent se retrouver le 14 mai prochain à Abuja. Le président Muhammadu Buhari accueillera aussi ses trois alliés occidentaux, les États-Unis, les Royaumes-Unis et la France, qui sera représenté par le président François Hollande en personne à ce sommet. Le débat se poursuit sur Sika, l'Afrique du Sud, à présent avec le lancement de la campagne pour les municipales du mois d'août 2016. Julius Malema, le leader du parti d'opposition, les combattants de la liberté économique, lance un appel pour la fin des privilèges de la minorité blanche dans le pays. Il attaque également et demande qu'on renverse le président Jacob Zuma par les armes si nécessaire. Mais l'on se demande si cette stratégie de lutte politique n'est pas dangereuse pour un pays qui sort de plusieurs années, voire plusieurs décennies de violences racistes. Le débat, c'est après cette virgule.
Le débat se poursuit avec Médéric François Gongo et donc Lama Balo, tous deux journalistes exerçant au Bénin sur ce plateau. Médéric François Gongo, la violence verbale comme arme de campagne, c'est la stratégie choisie par Julius Malema pour les municipales prochaines. Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud a aujourd'hui besoin de cela? L'époque de l'héritage de l'ANC, des luttes anti-apartheid semble céder place à une nouvelle Afrique du Sud où les paradigmes de tracé de la fonction politique ne se résument pas seulement au fait d'avoir été militant d'une cause révolue, d'une cause qui n'appartient qu'aux mémoires de ceux-là qui sont nostalgiques de la période apartheid. Aujourd'hui, difficilement Zuma, qui se retrouve encore rattrapé dans 783 chefs d'accusation d'arnaque, de corruption par rapport à une affaire de 1999, après s'être astucieusement dérobé à cette affaire de dépenses de près de 15 millions d'euros pour la réflexion de sa référence. Je crois bel et bien que Julius Malema surfe aujourd'hui sur la volonté de la grande majorité des Sud-Africains d'avoir une autre nation. Une nation dépoussiérée des corrompus, une nation dépoussiérée des 10 héritiers de la lutte anti-apartheid, mais qui ont montré leurs limites dans la gestion quotidienne des affaires publiques. Une nation qui veut que l'on construise, et il a dit le samedi dernier lors de cette rencontre au cœur de Soweto où il y avait du monde, un monde fou. Et il y avait 40 000 participants. Exactement. Exactement, qu'il eût cru lorsque l'on a vu tout ce qu'on a voulu faire vivre à ce jeune leader de l'ANC. Il y a cela quelques mois, on a voulu le mettre aux arrêts, on a voulu le montrer, l'utiliser, et j'allais dire l'humilier, l'humilier au vrai sens du mot. On le retrouve aujourd'hui au cœur du débat, où il a un discours. Ils disent qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de maison, qu'il n'y a pas d'eau, mais qu'au même moment, on voit les dirigeants sur la coulée douce, roulant carrosse, exposant aisance et bonbons. On est au sud de tout le monde. Aujourd'hui, à surfer sur les problèmes. Il surfe sur les difficultés et il va plus loin. Il va plus loin. Il dit que si vous acceptez nous porter lors des élections municipales au pouvoir, nous allons mettre sur pied des mécanismes pour faire démettre tous ceux-là qui se rendraient coupables de quelques faits délictueux que ce soit. Alors, il va également sur le terrain des intérêts de la race blanche. Quand bien même ce soit des Sud-Africains, est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que les conséquences ne seront pas difficiles? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les Sud-Africains ont intériorisé le fait qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'être blanc ou noir pour avoir accès aux privilèges. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique du Sud, les efforts ont été faits. Nonobstant certaines régions, les africanaires, ont instauré des systèmes rigides où difficilement les Noirs arrivent à s'intégrer, où difficilement l'on oublie d'enlever complètement les vestiges de l'apartheid. Nonobstant cela, je pense que les Africains du Sud aujourd'hui ont intégré ce fait également. Et les plus nombreux, ne l'oublions pas, ce sont les Noirs. Et si on va vers les élections démocratiquement sorties des suffrages universels, c'est clair et net que le discours de Malema va prendre et la logique de la succession au sein de l'ANC où l'ancienne classe, on l'a vu avec l'ancien président qui avait été également remplacé, Thabo Mbeki par des affaires, on le voit aujourd'hui avec le président Zuma. C'est à croire que tous ceux-là qui étaient les pionniers de la lutte anti-apartheid ne pouvaient pas se départir de certains comportements qui pourraient les suivre. Et aujourd'hui, les Sud-Africains ont soif d'une manière de gérer. Et lorsque vous voyez les interventions, il n'y a pas que des Noirs qui sont autour de Julius Malema. Il y a également des populations de race blanche, des Indo-Pakistanais et des métis qui sont là. Et je crois que le discours peut passer. Maintenant, quelle sera l'étanchéité, quelle sera la limite entre cette volonté d'avoir du monde et rien que du monde et cette logique de poursuivre sur la lancée de réconciliation ainsi que voulu par le père fondateur, Nelson Mandela. Par Nelson Mandela et tous ceux-là qui ont accepté avec lui s'humilier. Je veux parler de Peter Botha, je veux parler de tous ceux-là qui sont morts, qui ont accepté s'humilier pour que cette force économique, cette nation arc-en-ciel reconnaisse la paix. Je crois qu'il y a un petit clic. Il faut trouver la formule pour éviter le pire pour l'Afrique du Sud. Alors donc là, Mabalo, les conséquences
est-ce qu'elles seront vraiment maîtrisables quand on suit le discours de Julius Malema aujourd'hui, qui s'attaque à Zuma, qui s'attaque à la corruption, qui s'attaque à la race blanche? Est-ce que c'est de ça qu'a besoin aujourd'hui l'Afrique du Sud? Alors, même si le président Zuma est un spécimen atypique, même si le président Zuma est un spécimen... À étudier en laboratoire. Au laboratoire, vous voulez, mais cela ne me permet pas de suivre le leader Julius Malema dans son discours. Moi, personnellement, c'est un discours qui me dérange. Vous le trouvez trop violent? Je trouve que c'est trop violent pour une Afrique du Sud qui a encore des séquelles de l'apartheid. Ça, c'est une réalité. On ne peut même pas, à l'étape actuelle de la vie politique de l'Afrique du Sud, dire qu'il faut, même si possible, recourir aux armes pour faire partir le président Zuma. Moi, je ne peux pas être discours et je ne peux pas être d'accord par rapport à un discours pareil. Ensuite, il est de notoriété publique qu'en Afrique du Sud, le pouvoir économique est détenu par les Blancs et le pouvoir politique par les Noirs. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, l'économie se porte très bien. En Afrique du Sud, nous avons les plus grands hôpitaux, nous avons les plus grandes universités, la faune et la flore, mais c'est un pays qui, on ne dirait pas, sorti de guerre. C'est le rêve africain. Donc c'est le rêve africain. On ne peut pas briser ce rêve avec des discours. Maintenant, si la récupération des terres de chez les Blancs, comme le prescrit Julius Malema, eh bien, si cette récupération se fait dans la légalité, moi, je n'aurais rien contre. Il ne faudrait pas que cela se fasse dans la violence. Si ça se fait à la manière, à la Mugabe... Oui, mais Mugabe l'a fait quand même. Mais je pense que même si Mugabe est très violent, Julius Malema, un jeune leader, en allant sur ce terrain-là, on peut retomber dans beaucoup de choses. Parce que le peuple sud-africain est déjà violent. Si vous faites attention, vous allez voir que... L'histoire de l'Afrique du Sud. Absolument. Donc c'est un peuple violent. Et ce genre de discours n'arrange pas l'Afrique du Sud. Si on va sur ce terrain-là, peut-être que Julius Malema, qui a beaucoup d'ambitions politiques, il ne pourra pas trouver le terreau favorable au développement de ses ambitions. Une guerre n'arrange personne et rien ne se développe dans une situation conflictuelle. C'est pour ça que je souhaiterais que les discours des leaders africains soient des discours responsables. Merci donc Lamine Ballo, merci Frédéric François Gongo. Madame, Monsieur, c'était votre émission Angle de Vue consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sika et sur www.sikatv.info.